Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est un chiffre qui fait énormément parler de lui. 211, ça forme le chiffre 211 et c'est 211 milliards. Les 211 milliards de la discorde parce que c'est l'argent que donnerait l'État français aux entreprises sous forme d'aides, de subventions, de 2252 dispositifs. Et ces chiffres et ces analyses sont issus d'un rapport parlementaire, d'un rapport sénatorial même, qui a été dirigé, qui a été rédigé également par Fabien Gay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur communiste à l'origine de ces 90 heures d'audition. On a tout vu, les anciens ministres de l'économie, des grands patrons, leur comité de direction, tout ça pour essayer de saisir la pertinence de certaines aides. Et en effet, quand on découvre le rapport, 211 milliards, 2252 dispositifs pour justement les distribuer de façon juste, et je le mets entre guillemets. Très franchement, c'est colossal. Ça représente pratiquement 7 points de PIB. C'est aussi impressionnant que ça. Oui, et c'est maintenant un des premiers budgets de l'État. Ce qui était assez sidérant et qui nous a stupéfait dans l'ensemble de la commission, c'est que l'État n'avait pas de définition précise, ne savait pas le volume, ne connaissait pas en réalité le montant attribué à chaque entreprise. Bref, une jungle et un flou organisé. Donc la première des questions, c'était de savoir le volume. Et donc ce 211 milliards, il est maintenant un chiffre consolidé, objectivé. On a échangé presque 6 mois avec l'ensemble des ministères, et notamment avec Bercy. On a pris les chiffres et on a nous-mêmes réalisé un tableau. Je veux remercier d'ailleurs les agents du Sénat et les 2 data scientists qui ont effectué ce travail. L'État français était incapable de le faire et nous a dit qu'il ne savait pas le faire. Non mais comment ça, déjà, c'est audible, pardonnez-moi, monsieur le sénateur, mais avec tous ceux qui nous écoutent, alors que eux n'ont pas le droit de dépenser 1 euro quand ils ont une société, ce sont les premiers à se faire rattraper par les différentes administrations quand la carte de boulot peut être utilisée sur un plein de voitures, etc. Là, vous nous dites que sur les 211 milliards que vous caractérisez comme étant des aides aux entreprises, l'État n'a pas du tout été capable d'avoir une copie propre sur la distribution de cet argent. C'est sidérant quand on l'entend. Ah, c'est sidérant, stupéfiant, peu importe le mot. Il y en a qui utilisent le mot de scandale, de gabegie. Bon, bref, nous on dit stupéfiant et sidérant. Donc on a une jungle, on a empilé des dispositifs. Par exemple, vous savez qu'on a 255 dépenses fiscales. On a plusieurs dizaines de dispositifs pour aider à la décarbonation. Bref, c'est une jungle. Et encore, pardon, on ne parle que des aides d'État. Aides budgétaires, donc subventions directes. Il y a les aides aussi locales et de l'Union européenne. Aides fiscales classées et déclassées. Et les exonérations de cotisations patronales. Donc ça, c'est 211. Sans les aides régionales et sans les aides européennes, parce que là, on n'a pas eu le temps d'aller au bout. Il n'y a que des estimations. Et si on devait les rajouter, c'est environ 2 à 7 milliards d'aides des régions et des collectivités et 12 milliards d'aides européennes. Mais quand on apprend et qu'on prend conscience de ce rapport qui est volumineux, mais dont je recommande sincèrement la lecture parce que ça nous permet de prendre, si vous voulez, conscience de ce que l'État gère et vraiment notamment injecte comme argent. Quelle est la leçon en réalité de ce rapport? C'est quoi? C'est que l'État ne gère pas l'argent ou il le gère beaucoup trop mal, c'est-à-dire en mettant ces 211 milliards dans, selon vous, qui êtes l'auteur du rapport, des entreprises qui ne le méritent pas d'une certaine manière. Moi, j'irai pas jusqu'à là. Nous, on voulait faire un travail objectivé et sincère. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un chiffre. Parce que ce que je voulais dire, c'est que l'INSEE qui est venu devant nous a parlé de 70 milliards. Le président de la République, lors d'une allocution télévisée il y a quelques semaines, parlait de 98 milliards. Le ministre de l'économie et des finances, 3 jours après, vient et nous dit 150 milliards. Et il y avait des économistes, je veux les remercier, et France Stratégie, donc France Stratégie et des économistes lillois, qui eux approchaient le chiffre. Mais vous voyez, donc on avait pour l'instant un flou organisé. Et lorsqu'on avait des débats parlementaires, moi ça fait 8 ans que je suis parlementaire, et qu'on avançait les chiffres entre 150 et 200, on nous disait oui mais ça c'est des estimations. Donc pour la première fois, on a un chiffre objectivé. Mais mettre un pavé dans la mare et de dire voilà, ça y est, c'est le chiffre. Maintenant le débat, on a une base. On a une base. Et après s'ouvre le débat politique. Et vous aurez remarqué, je suis rapporteur communiste, le président et LR, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de recommandations, nous allons y venir. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles nous allons continuer à débattre. Mais à partir du moment où on a un chiffre objectivé... À un moment où il y a une donnée précise. Voilà, et j'ai vu Patrick Martin hier sur BFM, le patron du MEDEF, qui nous avons auditionné, avec lequel j'ai eu un débat argumenté, fouillé, et on va le continuer. Il ne remet plus en cause ce chiffre, lui en tire une analyse politique
et il en a le droit différent de la mienne, mais à partir du moment où on a des données chiffrées, objectivées, donc c'est 211 milliards, plus personne ne peut remettre ça en cause, à partir de là, un débat s'ouvre. Et vous parlez de ces aides, les fameux 211 milliards. Il faut comprendre aussi comment elles sont divisées, en quelque sorte, en 4 gros blocs, si on peut le résumer ainsi. La BPI, qui est la banque d'investissement en France, qui est le bras armé de l'État sur certains projets. Voilà. Ça, c'est 41 milliards. Il y a également les dépenses fiscales, 88 milliards. Les allègements de cotisations, 75 milliards. Et les subventions aux entreprises. Certains économistes, certains journalistes du métier vous disent, mais en réalité, ce rapport contient une erreur, parce que les allègements, les allègements de cotisations sociales, on ne peut pas dire que c'est de l'argent de l'État donné aux entreprises. C'est simplement des dispositifs qui permettent aux entreprises de respirer un peu, parce que, vous le savez sûrement en tant que bon communiste, le modèle social français pèse excessivement lourd. Et sans ces aides sociales, on aurait peut-être plus de licenciements ou vraiment un départ de grandes entreprises, de grands patrons. Mais ça, c'est le débat politique qui s'ouvre à partir de maintenant. Moi, je considère par exemple que notre modèle social est un de nos éléments de compétitivité que nous devons défendre. Parce que des entreprises ont besoin de salariés bien formés, bien éduqués, bien soignés, qui ont accès à des services publics de qualité, et c'est plutôt, pardonnez-moi, un élément de compétitivité quand on voit par exemple l'Inde ou la Chine, où là, pardon, mais c'est pas le modèle social que je défends. Donc ça, c'est bien de le préciser. Mais c'est donc un débat politique. Mais sur les exonérations, parce que vous avez raison, certains disent, est-ce que on devrait le mettre? D'abord, l'INSEE et les ministères le mettent. Madame Vautrin et Monsieur Lombard ont dit que les exonérations de cotisation devaient être mis dans les aides aux entreprises. Et la deuxième chose, c'est vrai que ce n'est pas de l'argent que l'on dépense, c'est de l'argent qu'on ne gagne pas, sauf que les économistes qui, je le vois depuis 48 heures, ils oublient une chose, c'est que c'est de l'argent qu'on ne gagne pas et qui ne va pas dans le budget de la sécurité sociale, mais c'est de l'argent que dépense, puisque l'État compense avec le budget. Donc c'est quand même de l'argent qu'elle donne à la place de l'entreprise. Et d'ailleurs, il faut le dire, il y a déjà 5 milliards sur les 77 milliards qui ne sont pas compensés et qui sont un problème pour la sécurité sociale. D'ailleurs, le rapport en parle. Mais après, on a eu un débat sur la question des exonérations. On est d'accord sur deux choses. Un, c'est une trappe à bas salaire, et notamment pour les femmes. Et la deuxième question, c'est que les exonérations au-dessus de 1,6 SMIC, donc 20 milliards d'euros, sont inefficaces sur l'emploi. C'est les deux questions sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais on s'est pas mis d'accord sur un coup de rabot. C'est le débat qui aura lieu au moment du budget de la sécurité sociale. Et dont on va certainement entendre parler alors que le gouvernement cherche les fameux 40 milliards d'économies pour, on va dire, tisser un budget qui serait acceptable pour l'automne. Il y a aussi, et vous en parliez au début, la question de la traçabilité quand même de certaines aides. C'est vrai pourtant, où on pourrait se dire que quand même une entreprise qui reçoit par exemple l'aide à l'apprentissage, ça peut se tracer à partir du moment où on sait quand même normalement, une entreprise, combien il y a d'apprentis, combien il y a de stagiaires, combien, par exemple, pour les aides sur certains dispositifs, peuvent se mesurer. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un biais dans votre rapport pour ajouter quelques milliards d'euros, alors que sur certains dispositifs, il suffit d'ouvrir la porte de l'entreprise pour constater pourquoi ils méritent certaines aides? Mais vous savez, ce qui a été aussi assez stupéfiant, et je veux remercier les 33 PDG avec lesquels j'ai eu un débat d'ailleurs, chacun pourra les regarder, assez argumenté, respectueux et parfois en désaccord. Parce que pour ma part, la démocratie... Quelquefois drôle même, on peut le dire. Mais oui, mais la démocratie, c'est la dispute organisée. Bien sûr. Et donc on peut être en désaccord, se respecter et avancer. Toutes et tous ont dit d'abord qu'ils n'avaient jamais fait ce travail en interne. Pour beaucoup, ça représentait, et je veux les saluer, des semaines de travail pour leur équipe. Donc déjà de collecter. Moi, j'invite maintenant, puisque chacun s'est prononcé sur la question de la transparence. Tout le monde a dit qu'il souhaitait la transparence. Donc je nous invite collectivement à ce que cette transparence, elle vive dans chaque entreprise. Et notamment la recommandation 4, pour moi, est essentielle. C'est que chaque année, les CSE doivent disposer, donc les représentants syndicaux des salariés doivent disposer du montant des aides publiques, parce que c'est elles et eux qui peuvent être le plus à même de dire à quoi est utilisé l'argent et est-ce qu'il est bien utilisé en discussion avec les directions d'entreprise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit ailleurs. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Mes deux parents, toute leur vie, ont milité dans leur entreprise, à la CGT. Et j'ai vu les plans sociaux s'accumuler, j'ai vu les dégâts que causait parfois cela. Et j'ai été très touché que des centaines, voire des milliers de salariés m'écrivent
pendant les 6 mois, et puis j'en ai rencontré j'en ai rencontré juste un avant de rentrer dans vos studios qui m'ont remercié, parce que pour la première fois, ils ont su combien leur entreprise touchait d'argent, et pour la première fois, on a posé cette question à des grands patrons qui ne répondent jamais à des questions, combien vous touchez d'argent public. Et donc je pense que c'est un débat d'intérêt public et d'intérêt général. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il se poursuive partout dans le pays, dans chaque entreprise. Et puis vous parliez de votre co-rapporteur, c'est le sénateur LR Olivier Reitman, pas co-rapporteur, président, pardonnez-moi, de cette commission, Olivier Reitman, qui dit en effet, bon, si chacun d'entre eux voulait trouver beaucoup plus de rentabilité et verser beaucoup plus de dividendes, ce n'est pas en France qu'il resterait. Pour dire quand même que les entreprises, peut-être comparé à un discours plus communiste, plus à gauche de votre part, portent déjà un fardeau qui est tel en France, et c'est très frappant une fois de plus, et en lisant le rapport, mais surtout en visionnant les nombreuses heures d'audition durant lesquelles vous avez pu dialoguer avec les grands patrons. Il y a une sensation assez vertigineuse de déconnexion, c'est-à-dire entre vos questions et les réponses de certains patrons d'entreprise, un monde qui ne se comprend plus. Et c'est presque, ça provoque presque un sentiment réellement de peur quand on voit ces deux mondes où il y a une question, il y a une réponse. Parfois, certains ne comprennent pas la question, d'autres ne veulent pas comprendre la réponse, comme si c'était un monde qui était voué désormais à ne plus se comprendre en France. Mais moi, je pense que la question de la transparence, que l'on sache et qu'on puisse débattre, est déjà une très bonne chose. Puis on a posé ce fossé quand même qui on sort des rencontres économiques d'Aix. Les grands patrons étaient atterrés de l'ambiance politique, de voir à quel point il y avait une incompréhension entre les différents enjeux. Mais c'est un dialogue qu'on a eu avec elle et eux. Mais par exemple, la masse populaire, la très grande masse populaire, ne peut pas comprendre qu'une très grande entreprise, je parle pas de la TPE du coin, non. Vous voyez, je parle de l'entreprise modèle, c'est souvent LVMH. Voilà. LVMH, Total Energy, peu importe. Prenons cela. Touche des aides publiques conséquentes, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, verse des dividendes conséquentes, pratique le rachat d'actions et licencie la même année. D'ailleurs, il y a des patrons qui l'ont dit. Si l'entreprise va mal et est obligée de licencier, alors faut-il arrêter de toucher des aides publiques ou faut-il arrêter de verser des dividendes? C'est quelque chose qui apparaît plutôt de bon sens. Mais est-ce que pardon, Fabien Guay, sénateur communiste, ça a été, prenons vraiment l'archétype qui est LVMH. Vous avez le chiffre, c'était quoi, 250 millions d'euros d'aide en 2023. Bon, une entreprise comme celle-ci, qui touche certes 250 millions d'euros d'aide, mais qui fait quoi, qui paye 6 milliards d'impôts en France. Je crois que c'est, en réalité, il fait 10% de son chiffre d'affaires en France, il en paye 45% de ses impôts, c'est en France. Donc est-ce qu'on peut pas dire, c'est quand même un mal pour un bien, 250 millions d'euros, 6 milliards d'impôts. Bon, on est quand même bien dans l'équilibre. Non, mais on a posé une question. Est-ce que l'argent public doit subventionner des entreprises ultra rentables et des projets rentables? Oui ou non? Nous, on pense que non. Vous voyez, dans le dialogue, nous avons. Est-ce que le but de l'État est de forcément distribuer de l'argent à des entreprises qui n'arrivent pas à être rentables? Alors, on est au cœur du débat. C'est-à-dire que moi, je pense que sincèrement, Bernard Arnault, Patrick Pouyanné, et on peut en citer d'autres, je ne veux pas citer... Pas faire ad nominem, mais voilà, on a compris l'idée. C'est un exemple. Ils n'ont pas besoin de l'argent public pour vivre, en réalité. Par contre, nos TPE-PME, nos ETI, pour aller peut-être se renforcer, décarboner, embaucher, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc le but, c'est quoi? On veut changer la philosophie des aides. Plutôt que de donner des aides à tout le monde, on propose, et d'ailleurs c'est une proposition de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui dit, comme moi, plutôt les avances remboursables. Donc on accompagne. Il n'y a pas une obligation de résultat, parce qu'une entreprise, on peut l'accompagner et elle peut échouer. Par contre, il y a une obligation de moyens. Et donc, ça met l'entreprise sous tension pour réussir. Et en plus, si ça réussit, il y a un retour à bonne fortune pour la puissance publique qui retrouve ses deniers. Si on faisait cela, si on changeait la philosophie des aides publiques et qu'on pariait plus sur les avances remboursables, ça serait déjà beaucoup. Et ça voudrait dire que on accompagnerait, on permettrait de performer à des petites, moyennes et
ETI, nos entreprises, et celles et ceux qui en ont pas besoin. Enfin, sincèrement. Oui, et d'un côté, ça peut être une sorte, on va dire de je vais pas employer ce mot qui est américain, mais l'autre ne me vient pas en tête, mais si, allez, un contrat donnant-donnant, c'est-à-dire, il y a une partie d'aide publique pour certaines recherches, pour de la prise de stagiaires, pour embaucher des stagiaires, pour une série d'autres raisons, et en échange, comme une entreprise, prenons en effet celle qui est cliché, mais une entreprise comme LVMH réussit à faire énormément de profit. Donc, on n'est pas obligé de les supprimer, parce que dans ce cas-là, c'est plus que rentable. Est-ce qu'on peut pas avoir cette vision-là aussi? Mais tout est sur la table. Ce que vous venez de dire, et ce que vous avez dit juste à l'heure, je vais y répondre. Est-ce qu'on va subventionner que les canards boiteux? C'est un débat qu'on s'est fait. Parce que si on arrête de subventionner les projets rentables et qu'on subventionne que les canards boiteux... Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup s'amusent de voir vous, qui êtes aussi le directeur du journal L'Humanité, qui bénéficie quand même de subventions publiques, plus de 6 millions d'euros, de dire, bon, non, finalement... Ça, c'est un chiffre faux, mais allez-y. Alors, un peu plus d'argent public pour dire, bon, en réalité, est-ce qu'il faudrait pas de payer davantage peut-être les entreprises que certains journaux? C'est un vrai débat sur l'utilité de l'argent public. Alors, sur l'Humanité, puisque vous m'interpellez, et je n'ai aucun problème à répondre à cette question, on vient de consolider nos comptes pour 2024, donc je suis à la tête, je le rappelle, à titre bénévole, d'un groupe de presse, de communication et d'événementiel qui fait environ 30 millions de chiffre d'affaires, qui va faire un résultat net de 251 000 euros et qui a aidé de manière directe autour de 3 300 000 euros. 3 millions. Voilà. Et après, il y a des aides indirectes qu'on ne touche pas, mais qui sont données, par exemple, à la distribution, mais comme pour tout le reste de la presse. Donc, effectivement, ça reste de l'argent. D'ailleurs, la première chose, c'est que les aides à la presse sont publiques, donc, et transparentes. Elles sont transparentes, contrairement à celles des entreprises. Et oui, et donc je trouve ça extrêmement bien. Pas à jour, visiblement, mais transparente. Non, transparente parce que parfois on collecte et aides directes et aides indirectes qu'on ne touche pas. Donc voilà, donc je les compte aussi. Hein. Elles sont autour d'1 million d'euros, donc c'est important. Elles aident l'ensemble de l'écosystème de l'impression et de la distribution à vivre. Et je rappelle quand même que les aides à la presse garantissent quelque chose de constitutionnel, le pluralisme et l'indépendance de la presse, un modèle économique de presse qui aujourd'hui ne vivrait pas sans argent public, et c'est d'ailleurs une question, ne vivrait pas. Et aucun de nos confrères et de mes consoeurs ne pourrait vivre. Donc je pense, mais je le redis, je pense que ce sont des aides importantes pour la démocratie, et il sont normales qu'elles soient transparentes, contrôlées, et que chaque citoyen puisse voir les comptes de nos entreprises. Au moins le débat est lancé, ça permet de les multiplier. Il y a, à la suite de ce rapport, et c'est là aussi où le débat politique va être intéressant dans les prochaines semaines, ce sont les recommandations, notamment sur la transparence. On est au cœur du sujet et au cœur de notre discussion, avec une création, vous le suggérez en tout cas, d'un tableau annuel des aides par l'INSEE, c'est-à-dire avoir un produit objectif qu'on pourrait employer chaque année, notamment sur une aide qui résonne auprès de tous ceux qui nous écoutent, c'est le CICE. On a parlé du CICE comme étant l'aide miracle qui allait permettre aux entreprises de continuer à investir, de rester en France. Le fait est qu'on n'y est pas du tout. Alors, il y a deux choses dans votre question. Oui, on veut que ce débat transparent continue. Donc, on demande à l'INSEE, maintenant qu'on a fait le tableau, on va lui remettre. Il n'y a plus qu'à le mettre à jour pour 2024, puis 2025 et les autres années. Et la deuxième chose, on propose au Haut Commissariat au Plan et à la Stratégie de sortir un rapport annuel chaque année sur l'utilisation de l'argent public et même de créer un observatoire qui pourrait réunir des chefs d'entreprise, des syndicats, des parlementaires, des chercheurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut éviter ce qui a été fait avec le CICE. Il y avait une communication politique de dire on va donner 20 milliards d'argent public par an, donc 120 milliards sur 6 ans pour l'emploi. Le réel, c'est qu'on n'a jamais conditionné. Donc on a donné de l'argent et après on n'a rien demandé. Pire que sans le suivre, sans condition. Donc on ne peut pas reprocher à des chefs d'entreprise d'avoir utilisé de l'argent sans condition alors qu'on leur avait fixé aucune règle. Si je vous donne aucune règle et qu'à la fin je vous dis mais alors monsieur vous n'avez pas respecté les règles, mais il n'y en avait aucune. Donc, vous voyez, et moi je regrette par exemple que François Hollande ait été le seul à décliner notre invitation. Il en avait le droit puisqu'il est couvert par l'immunité en tant qu'ancien président de la République. Moi, je le réinvite à votre micro. Mais on l'invite aussi avec grand plaisir. Je suis disponible pour faire un débat sur Sud Radio, à Tulle ou à la Fête de l'Humanité avec lui. Ah oui, on fait le déplacement à Tulle avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que le dernier rapport, alors là, il a été suivi. C'est contrairement aux pins de Pierre Gattaz, vous rappelez, 1 million d'emplois. Bien sûr. C'est 100 000 emplois qui ont été créés ou maintenus. Pour les 120 milliards de dépensés sur les 6 ans.
Donc on est bien loin de l'objectif politique qui avait été annoncé par François Hollande. Et on en vient à une autre proposition qui est, en réalité, c'est quand même, pardon de vous le dire, un peu déprimant la lecture de votre rapport, parce que dans les, recommandations que vous faites, il y a un tel bon sens qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'est pas été mis en place avant. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Par exemple, vous recommandez des études d'impact au préalable, c'est-à-dire de voir en fonction de l'argent dépensé ce que ça pourrait avoir comme résultat. Là, on s'aperçoit, comme énormément de lois d'ailleurs qui sont votées au Parlement actuellement, qu'il n'y a aucune étude d'impact. C'est-à-dire qu'on sort une somme, on a du mal à la saisir, on ne multiplie pas les conditions, vous venez d'en parler, pour des résultats qu'on n'est pas en capacité de connaître non plus ou qu'on n'évalue pas. Le grand sujet du rapport, c'est celui-là. C'est que l'argent public est contrôlé. Il est contrôlé par la direction fiscale. Et d'ailleurs, je salue les agents qui effectuent ces contrôles. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait leur donner un peu plus de moyens humains et financiers pour le réaliser. Mais il n'y a aucune condition, donc on ne peut pas reprocher ensuite aux entreprises. Et il n'y a aucun suivi et évaluation. Une des problématiques, c'est que si on veut suivre et évaluer, en réalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas saupoudrer comme cela. Si vous voulez bien évaluer, il faut toujours des contrefactuels. Est-ce qu'on pourrait penser, pardon, quand au cœur de votre développement, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait penser peut-être à un versement en fonction des entreprises un peu unique, comme on l'envisage pour les aides sociales? Attendez, une des recommandations qui semble vous de bon sens, c'est un guichet unique pour les entreprises. 2252 dispositifs. D'ailleurs, nous, on a auditionné les grandes entreprises. Elles ont l'ingénierie, les avocats, les moyens humains de concourir à toutes les aides publiques. Mais vous pensez au chef d'entreprise qui a 2 salariés? Mais c'est exactement comme les aides sociales. S'il y a des abus, il y a aussi parfois des gens qui ne pensent même pas y avoir accès, donc ils n'y ont pas. Mais il y a la question des aides sociales, c'est le non-recours aux aides. Bien sûr. Et pour les entreprises, c'est pareil. Plus vous êtes petit, moins vous avez recours à ces dispositifs parce que vous les connaissez pas, vous ne savez pas remplir les dossiers qui sont parfois, y compris, faut le dire, volumineux. Donc nous, on propose un guichet unique pour toutes les entreprises au niveau régional. Il y a aussi cette volonté de provoquer un choc, on va dire, de responsabilisation avec cette idée de rembourser quand même des aides pour certaines entreprises qui décident de s'expatrier, en tout cas à un moment de délocaliser, de détruire des emplois en France. Comment, d'un point de vue législatif, on arrive à le mettre en place? Parce qu'on peut très bien dire, l'État n'a pas non plus à imposer certaines règles comme celle-ci à des entreprises, au privé. C'est un débat intéressant. Mais est-ce que vous pensez un jour réussir à l'imposer? Parce que ça paraît du bon sens, mais il y a peut-être un moment un déséquilibre entre le public et le privé. C'est un débat intéressant. C'est qu'à partir du moment où l'État donne 211 milliards d'argent public à des entreprises, elle a quand même vocation à les réguler et à réglementer un certain nombre de choses. Nous, on propose 3 choses. La première, c'est que toute entreprise condamnée définitivement pour fraude fiscale, travail illégal, atteinte à l'environnement ou discrimination systémique ne puisse pas concourir pendant 2 ans aux aides publiques. La deuxième chose, c'est qu'en cas de délocalisation, le remboursement de toutes les aides publiques sur 2 ans. Et enfin, une chose qui devrait, franchement, droite-gauche, l'argent public n'a pas vocation à être distribué aux actionnaires. Donc on propose, et je vais me réinterpeller les 33 PDG que j'ai auditionnés dans quelques jours. Je vais leur dire, faites-le. N'attendez pas que la loi change. Le montant distribuable de dividendes aux actionnaires, vous devez soustraire l'aide publique. Par exemple, il y a 1 milliard d'euros à distribuer dans telle entreprise, vous touchez 200 millions d'aides publiques, c'est 1 milliard moins de 200 millions, 800 millions, et là, l'AG des actionnaires décide de distribuer 500 ou jusqu'à 800. Mais l'argent public ne peut pas, évidemment, servir les actionnaires. Et je crois que ça, c'est une des fortes recommandations du rapport. Merci beaucoup, Fabien Guay, sénateur communiste, d'avoir été avec nous pour prendre le temps de détailler ce rapport, de revenir sur ces 90 heures d'audition et ce chiffre quand même hallucinant des 211 milliards de la discorde, en effet, parce que les 200 milliards d'euros d'aide publique dépensés de l'État vers les grandes entreprises, c'est dans un rapport dont je vous recommande la lecture et même les échanges que vous pouvez retrouver absolument partout, de Bernard Arnault à de très grands patrons et même d'anciens ministres, je recommande parce que il est toujours percutant sur ces sujets-là, les auditions d'Arnaud Montebourg. Mais même Bruno Le Maire. Mais même Bruno Le Maire. Très intéressant. Oui, je suis plus sceptique sur Bruno Le Maire qui vante le 1 euro dépensé, 1 euro justifié quand il nous avait expliqué qu'il allait sauver la France. Oui. Parce que ça fait pendant 7 ans, je l'ai affronté et j'ai trouvé que l'air de la Suisse lui avait fait du bien puisque il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec moi pendant 7 ans et il s'est trouvé en accord sur un certain nombre de choses. C'est le départ de Bercy, généralement, ça enlève les œillères. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Guay, d'avoir été notre invité dans quelques instants sur Sud Radio. On a retrouvé la liaison avec l'avocat de ces familles intoxiquées dans l'Aisne et qui décide d'attaquer l'État. On y revient dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.